Je pense que les communes, et vous le disiez à l'instant, ont des particularités. Nous savons que la Bretagne a un appétit particulier pour le savoir. Nous savons que le Finistère a un appétit particulier pour la vie associative. Nous savons qu'à Morlaix, nous pouvons faire salle pleine sur des sujets de cette nature. C'est un pari, mais je le disais, hier soir, nous avions Éric Karsanti, qui est un scientifique, un biologiste, médaille d'or du CNRS, qui a dirigé le Tara, pour ceux qui se souviennent de ce bateau. Et voilà, et il est absolument passionnant, il a travaillé sur les sources de la vie, et il a fait une conférence carton plein. C'est pas parce qu'on est plus intelligent qu'ailleurs, c'est parce qu'on a plus d'appétit qu'ailleurs. Et nous sommes là pour répondre à cet appétit, en tout cas pour essayer d'y répondre. Merci beaucoup. Monsieur Descours. C'est fini, je peux y aller, c'est ça? Oui, allez. Non, j'ai rien à dire. Ah non, très bien. Je peux y aller. Après, je suis intéressé pour les questions. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Alors, d'abord, merci à Madame la maire de ces paroles qui montrent que tout ça s'inscrit dans un vrai projet local. Et puis, merci à Monsieur Descours, dont, en effet, elle a déjà dit une partie des mérites, mais qui, pour moi, est un relais extrêmement important par rapport au travail sur ce type d'enfants dont nous allons parler, et aussi parce que, effectivement, avec cette coordination que Madame la maire a soulignée, fait une œuvre qui n'a pas d'équivalent dans le pays, où pourtant on essaye de faire beaucoup ces derniers temps autour de la question de l'autisme. Donc la coordination autisme qu'il a créée, la coordination libérale, dont il a eu l'idée et qu'il a créée et qu'on a l'honneur de soutenir et d'appuyer autant qu'on peut, a un avantage formidable, c'est qu'elle est probablement l'une des solutions aux énormes problèmes que posent les listes d'attente et l'insuffisance chronique des moyens en matière de traitement et d'accompagnement de ce trouble et de ses effets, non seulement sur les enfants, mais sur leurs entourages. Voilà, ça c'était... Je voulais aussi associer à ce remerciement le docteur Cam et le professeur Planche, qui m'ont tous les deux beaucoup aidé à connaître les relais locaux en matière de troubles du neurodéveloppement. Alors, on a, Madame la maire le disait, une chance très grande dans la région, c'est qu'on est probablement une des régions qui s'est le plus intéressée à ces histoires de haut potentiel ou de précocité, puisque on va voir que ces deux termes sont utilisés, ne serait-ce que parce que on a la chance, je le disais à Madame la maire, d'être la seule région qui dispose d'un centre national d'aide aux personnes, aux enfants et adolescents à haut potentiel, à Rennes, qui est le service, l'unité qu'a créé dans un service public, parce que ça existe bien sûr dans des dispositifs privés de moindre importance, a mis en place ce centre, et dont les travaux ont fait l'objet récemment à Brest d'un colloque tout entier centré sur les avancées qu'a permis ce centre, non seulement au niveau des pratiques de prise en charge, des évaluations, mais également au niveau de la recherche. Et un certain nombre des données que j'ai essayé de vous rapporter là sont des données issues de leur travail. Je vous donnerai les références parce que ce n'est pas encore publié, mais ça le sera bientôt. Voilà. Donc, enfants précoces, leurs forces et leurs faiblesses, c'est une question dont tout le monde reconnaîtra qu'elle est devenue à la mode, probablement pour les raisons que mettait en avant Madame la maire, autour de ces deux tendances fortes, lourdes de nos sociétés, l'individualisme et l'uniformité, puisque d'une certaine manière, ça vient servir de modèle à des questions autour de ces deux affaires que sont l'individualisme et l'uniformité. Et il y a d'ailleurs, en gros, deux façons d'aborder cette question de la précocité intellectuelle chez les enfants et les adolescents. Une première
qui consiste à insister sur ce que ce groupe d'enfants a de commun, ce qu'il y a de commun à tous ces enfants, en insistant dans une sorte de logique identitaire sur ce qui les distingue ou les distinguerait de tous les autres. Et ceci dans une forme de travail qui a eu un énorme succès, qui fait l'objet de plusieurs ouvrages grand public, mais d'à peu près aucun, ou je crois d'aucune publication scientifique reconnue comme telle. Parce qu'il y a des règles pour qu'une publication scientifique soit acceptée. Il y a la revue par des pairs, qui sont des revues par d'autres spécialistes de la question, qui fait qu'un article ne peut être publié que s'il a été screené, vu de près par ses collègues, et beaucoup essayent, tous ne sont pas élus. Donc là, ce type d'approche est une approche qui a eu un avantage énorme. Il a rendu populaire une question qui n'était pas forcément visible et qui était difficile à comprendre. Le fait que d'avoir un haut potentiel, ça peut ne pas être une chance. Et le fait que si on ne réagit pas de la bonne façon, si on ne prend pas les mesures qu'il faut, ça peut être une chance aussi. Mais ça, c'est presque évident, au point qu'on ne va pas considérer qu'il y a quelque chose à en dire pour les gens qui s'occupent du bien-être, enfin qui ont à s'occuper des autres. Voilà, donc il n'y a pas de raison il y aurait pas de raison de manifester de la solidarité par rapport à ceux qui sont dotés de dons supplémentaires par rapport, ils ne sont pas vulnérables, ils ne sont pas défavorisés, etc. Et on sait très bien que tout ça peut avoir des effets. Mais l'inconvénient donc ça a eu un avantage, c'est de faire ça, mais l'inconvénient, c'est que ça s'est fait au dépend de quelque chose qui est quand même relativement problématique, c'est le fait que ça néglige ce fait que la différence entre les personnes précoces, les enfants précoces, est bien supérieure à la différence entre les enfants précoces. La différence interne à la population est bien supérieure à la différence entre cette population et la population des enfants non haut potentiel, non précoces. Voilà. Et ça, le négliger, c'est un problème que précisément combattent unanimement les approches scientifiques, ceux qui donnent lieu à des publications qui répondent aux critères que je vous ai rappelés, c'est-à-dire la revue par des pairs. Ces autres publications, elles vont plutôt s'intéresser à comment ça marche, comment ça peut marcher, à essayer de questionner comment, scientifiquement, les détails de ces fonctionnements qui aboutissent au potentiel. Et elles vont le faire en explorant les mécanismes, en délimitant, en s'attachant à délimiter ce que c'est que l'on appelle la précocité, et en insistant, parce que c'est ça la science, sur les incertitudes qui persistent, parce que c'est grâce aux incertitudes que vous ferez votre prochaine recherche et votre prochain article. Voilà, ici la priorité scientifique, quitte à sortir d'une logique identitaire militante qui rend service par ailleurs, mais c'est malheureusement celle-là que, en tant que professionnel, je suis chargé de rapporter, et c'est celle-là que je vais adopter, même si c'est un peu moins drôle. D'autant que l'une des principales questions qui va se poser là, c'est la question de la dénomination. C'est très important parce que ça n'est pas sans effet. Par exemple, vous savez peut-être qu'avant le terme de précocité, qui est devenu un peu plus courant maintenant, c'était le terme de surdoué qui était utilisé, avec des effets compliqués que justement j'essayais de dénoncer tout à l'heure. C'est que surdoué, il n'y a pas grand-chose à voir si ce n'est de les envier. Alors, ça a l'inconvénient qu'en plus on les envie. On les envie, ça veut dire que si on a le moindre pouvoir de les ramener à de plus justes proportions, il n'est pas exclu qu'on le fasse. Et en tout cas, que les institutions se sentent tout à fait inintéressées à l'idée d'en plus s'en occuper spécialement. Surdoué a aussi l'inconvénient, c'est que c'est aussi un stress pour celui qui est ainsi qualifié et qui, à un moment ou à un autre, va, comme tout le monde, connaître l'échec, parce que être talentueux, doué, précoce ou à haut potentiel, ça n'empêche pas d'avoir des ennuis quelquefois. Et à ce moment-là, le don était tellement fort qu'il a pris une telle importance que c'est une vraie
vacillation identitaire pour celui-là, qui peut croire, par exemple, qu'il a perdu tout ce qui le caractérisait, et qui peut croire aussi que les gens qui l'aimaient pour ça, et donc ne l'aimeront plus puisqu'il n'a plus ça. Précocité était un terme qui avait au moins l'avantage de ne pas avoir ce poids identifiant. Ça a un inconvénient, c'est de postuler, ce que la science démontre comme pas tout à fait vrai, de postuler que celui qui est précoce, il a avant les autres quelque chose que tous les autres auront. Or, c'est pas vrai. Mozart, il n'était pas que précoce, il avait aussi un talent exceptionnel qui était indépendant de sa précocité, venait en rajouter de ce côté de la... C'était pas le seul à être précoce, mais c'était le seul à être Mozart. Et Einstein, quant à lui, il a parlé ses premiers mots à 4 ans. Il était même en retard. Et en réalité, 4 ans, c'est un retard au sens des classifications. Et en tout cas, il n'était pas précoce. Ah, puis, il y a un autre inconvénient, c'est que précoce, ça va quand on est jeune. Mais être à haut potentiel, ça peut durer toute la vie. Et parler d'un vieux précoce, c'est un tout petit peu compliqué parce que c'est plutôt un défaut qu'une qualité, si vous voulez. Il y a un âge, à partir d'un certain âge, ça devient très embêtant d'être précoce parce que, effectivement, tout ce que vous rêvez, c'est d'être le moins précoce possible. Voilà. Donc, le terme est un peu compliqué et il n'est pas sans inconvénient lui aussi. Alors, l'expression qui est le plus à la mode, si j'ose parler comme ça, dans les milieux scientifiques, c'est haut potentiel. Et c'est ça qui s'impose dans les milieux, même si c'est moins rigolo, c'est sûr, que zèbre, ovni, tout ce qu'on dit, qui sont des choses qui ont leur intérêt. Hein. C'est l'intérêt de rendre public quelque chose qui resterait privé autrement. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient servir, si vous voulez, la science, puisque ça sert le spectacle, en quelque sorte. Alors, ça s'est imposé, car le haut potentiel n'a pas ces connotations. C'est une disposition qui peut se réaliser dans le talent, mais peut aussi rester masquée en en restant au stade du potentiel. C'est bien un potentiel. Il faut donc distinguer le potentiel, c'est une phrase que je cite, des capacités qui sont observées lorsque des dispositions ont été investies dans un domaine où elles ont permis d'atteindre une expertise de niveau exceptionnel. Donc, ça suppose qu'on distingue entre le potentiel et la réalisation. Les Américains disent entre le gifted, le potentiel, d'ailleurs, le gifted, c'est avec le don, mais bon, le potentiel et le talent. Voilà, alors ça, c'est le premier point. Vous voyez que c'est un point qui, peut-être, n'a l'air de rien, mais va changer considérablement la manière dont on va aborder cette question. Le deuxième point, c'est que tout cela pose le problème de la définition de l'intelligence. Et que l'intelligence, ça a l'air de rien, mais c'est un concept très flou. Au point que l'un des créateurs des tests d'intelligence, qui est un Français qui s'appelle Binet, quand on lui posait la question de qu'est-ce que c'est l'intelligence, il disait l'intelligence, c'est ce que mon test mesure. Voilà, ce qui était un peu court, si vous voulez. Enfin, en tout cas, c'était facile à comprendre. Voilà. L'intelligence, c'est ce que mesure mon test, et c'est évidemment un peu plus loin qu'on veut aller maintenant. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'intelligence est constituée de nombreux attributs qui peuvent entrer dans sa définition. Selon les auteurs et les théories, tel et tel de ces attributs vont être valorisés. Et les définitions vont s'appuyer sur ça. Et mettre l'accent, ça peut être mettre l'accent sur les capacités d'adaptation à des situations nouvelles, les capacités d'apprentissage, les capacités d'abstraction, tout ça c'est évident, mais aussi le contrôle et la résolution des problèmes, etc. Et on peut en rajouter. Avec un noyau central qui se dégage et qui est compatible avec toutes ces définitions, c'est la capacité, là aussi je cite, d'un organisme ou d'un système artificiel à s'auto-modifier pour adapter son comportement aux contraintes de son environnement. Ça peut être un organisme vivant ou artificiel qui a cette capacité de s'auto-modifier et de s'auto-modifier pour s'adapter à son environnement.
Ce qui implique une plasticité qui s'observe à différents niveaux du fonctionnement, au niveau de la façon dont on pense, mais aussi de la façon dont le cerveau fonctionne, mais qui suppose aussi que ça se manifeste dans des situations plus ou moins générales. Est-ce que c'est une capacité que l'on retrouve dans toutes les situations ou dans certains domaines seulement? Si bien que l'une des façons de poser le problème de cette définition est de se demander s'il existe une intelligence générale ou des intelligences particulières. Alors, une intelligence générale dans laquelle, d'un côté, quelles que soient les situations, il va y avoir, qu'elles soient multiples ou générales, un problème de frontière. Par exemple, est-ce qu'on met dans l'intelligence celle qui relève d'autres formes d'adaptation, comme la capacité, par exemple, de se débrouiller dans des situations quotidiennes? Est-ce qu'on met ça là-dedans? Est-ce qu'on met ça là-dedans la capacité de maîtriser ses émotions, par exemple? Est-ce que vous le mettriez ou pas? Je suis sûr que dans la salle, il y aurait différentes manières d'en juger ou de l'estimer, et en tout cas, dans la science, il y a différentes manières de le faire. La tendance lourde actuelle allant dans le sens de l'extension du concept et de la multiplication des formes d'intelligence dont le contenu dans le concept. Avec évidemment des conséquences majeures sur la définition de ce que c'est qu'un haut potentiel. Qu'est-ce que c'est un haut potentiel intellectuel en fonction de cette idée que l'intelligence est un facteur général ou c'est quelque chose qui peut se développer dans différents champs particuliers. Ce n'est pas la même chose d'avoir une vision unitaire centrée sur le QI, le quotient intellectuel, ou avoir une mission multiple centrée sur un tas d'évaluations spécifiques, par exemple de la créativité et d'autres choses. L'exemple d'une conception générale et d'une évaluation générale, c'est Binet. Et l'exemple des formes multiples, il y en a de deux sortes. La première sorte, c'est celle qui dit il y a des formes multiples qui n'empêchent pas qu'il y ait un facteur général, c'est-à-dire rendre les deux compatibles, peut-être spécialisé, mais je pense que ça c'est intéressant d'avoir ça en tête, c'est-à-dire l'idée que vous évaluez l'intelligence à partir de constituants élémentaires. Il y a un modèle, par exemple, en 3 strates, sur lequel il y a 30 facteurs primaires spécifiques, qui sont des petits détails du fonctionnement intellectuel, qui se réduisent en 8 facteurs de second niveau qu'on peut mesurer de façon raisonnable, lesquels se déduisent, aboutissent à un facteur général qui surplombe le tout. Autrement dit, à partir des 8 facteurs déjà composites qui regroupent quelques facteurs élémentaires chacun, vous avez un facteur général. Et d'une certaine manière, c'est la méthode utilisée par les échelles d'intelligence, de QI, que sont le WISC. J'ai oublié ce que c'est, les lettres, c'est comment on dit, c'est des initiales, qui, par exemple, au premier niveau, vont grossièrement, dès leur origine, différencier entre l'intelligence verbale académique et l'intelligence de performance qui est plus directement branchée avec la vie réelle. Voilà, j'en reparlerai tout à l'heure. Eh bien, ça, c'est une des formes de ces théories qui postulent des formes différentes. Elles n'éliminent pas l'existence d'un facteur général dont, en matière de WISC, on le voit, en matière de test, à partir de ces différents index constitutifs du WISC, qu'on peut mesurer chacun à partir d'épreuves, on va aboutir à un diagnostic général qui est le niveau de QI, qui est le QI total. D'accord ? Voilà, ça, c'est... Alors, il y a des théories qui disent non, tout ça, c'est pas vrai. Il y a des formes d'intelligence qui sont indépendantes, il n'y a pas de besoin de facteur général.
Il n'y a pas de facteur général, il faut considérer les différentes formes d'intelligence à égalité, ou en tout cas les considérer suffisamment pour qu'elles puissent rendre compte de ces multiples talents qui répondent à la définition que je donnais. Et un type, je vous cite ça parce que c'est très amusant, me semble-t-il, pour la culture, disons, scientifique, c'est un monsieur qui s'appelle Gardner, qui dit que pour qu'un facteur puisse être considéré comme une forme d'intelligence indépendante, il faut 3 conditions. Une, l'existence de créateurs géniaux dans le domaine considéré. 2, l'existence d'une localisation cérébrale spécifique que l'on peut démontrer parce que chez ceux chez lesquels il y a une lésion à cet endroit, il n'y a pas cette capacité. 3, l'existence de ce qu'il appelle dans son texte idiots savants, qui en réalité sont des performances paradoxales de gens qui par ailleurs ont un développement intellectuel global qui peut être très faible. Donc il faut 3 conditions qui toutes les 3 montrent que cette chose existe seule. Et c'est bien 3 manières de démontrer son existence isolée. Eh bien, ce monsieur, ce type, a décrit cette forme d'intelligence comme ça, particulière, dans cette logique multiple qui n'a pas besoin d'un facteur général pour rendre compte du fonctionnement. La multiple, c'est la forme logico-mathématique, langagière, spatiale, musicale, ça on ne l'a pas dans les tests, kinesthésique, interpersonnel et intrapersonnel. Et qu'est-ce que ça veut dire interpersonnel et intrapersonnel? C'est d'une part l'intelligence sociale et d'autre part l'intelligence émotionnelle, avec dans l'intelligence sociale une forme d'intelligence qui se résume à l'empathie, en somme, la capacité de comprendre autrui et de lui attribuer avec exactitude et en tout cas précision une intention, une pensée qui n'est pas la mienne et que j'attribue à l'autre dans la mesure où je me sais différent. L'empathie, c'est pas la sympathie où je suis contaminé par l'émotion d'autrui, par ce qu'il ressent. Là, c'est quelque chose de plus compliqué que ça. Il ne s'agit pas juste d'être pareil. Il s'agit de savoir comment est l'autre différent, qui n'est pas comme moi, et quand même, malgré ça, intersubjectivité, interpersonnelle, je vais pouvoir comprendre ça. Et on fait ça toute la journée. Et c'est vrai que parmi nous, il y a des gens qui le font mieux que d'autres. Et c'est vrai que par moment, quand vous êtes devant quelqu'un qui est très talentueux pour faire ça, vous êtes bien plus épaté quelquefois que devant une bonne démonstration de mathématiques, parce que c'est très impressionnant comme capacité. La deuxième, c'est intrapersonnel, et celle aussi, c'est une qualité formidable, c'est celle de pouvoir réguler ses émotions. Vous avez des gens qui vous épatent, souvent les hommes politiques sont comme ça d'ailleurs, ils vous épatent très fort par leur capacité de réguler les émotions, notamment négatives, quand ils en sont l'objet. Et c'est, moi je crois, quelque chose d'admirable qu'on a intérêt à avoir quand on a le moindre pouvoir, parce que si on ne l'a pas, eh ben, ça fait des dégâts. Donc c'est très important d'avoir cette capacité de réguler ce dégât, tout ça étant opérationnalisé, c'est-à-dire mesurable, par des instruments statistiques qui sont... voilà. Alors, sur cette base, comment définir le haut potentiel? Par le QI, bien sûr. Si on admet qu'il y a un facteur général. Et comme vous le savez, on le reverra, et c'est d'ailleurs la seule définition reconnue par l'OMS, c'est le QI supérieur à 130 qui est la nécessaire au diagnostic, entre guillemets, parce que ce n'est pas une maladie, de haut potentiel, c'est-à-dire au repérage du haut potentiel. C'est à partir de 130. Alors, il y a des discutailleries, il y en a qui disent 125, tout ça, mais 130, c'est juste 2 déviations standards. C'est l'intelligence se répartissant sur une courbe de Gauss, comme beaucoup de choses normales, hein, la taille, etc., se répartissant sur une courbe de Gauss, c'est-à-dire que vous avez un maximum de gens qui sont au milieu, c'est 100, et au fur et à mesure que vous allez vers le bas ou vers le haut, un nombre moins grand de personnes. Et là, c'est 2 déviations standards, c'est-à-dire 2 variations normales, autour de du 100.
130, c'est 2 fois 15, c'est 30 au-dessus, comme 70 et 30 au-dessous. Et 70, c'est le début de la déficience sévère, et 130, c'est le début du haut potentiel. Ça veut dire que seuls 2,3% de la population, des enfants, sont dans cette frange de ceux qui sont au-dessus. Donc c'est relativement exceptionnel. Pas exceptionnel, mais relativement exceptionnel. D'ailleurs, en Chine, ils ont décidé que le haut potentiel, parce qu'ils peuvent tout se permettre, ils ont décidé que le haut potentiel, c'est à partir de 140. Pourquoi? Parce qu'à partir de 130, s'ils avaient mis 130, ils ne pouvaient rien faire. Il y avait tellement de petits Chinois, parce qu'ils sont nombreux, hein, pas parce qu'ils sont plus intelligents. Peut-être qu'à Morlaix, c'est différent, mais en gros, pour l'instant, on pense que c'est réparti partout pareil. C'est une répartition normale. Donc, les petits Chinois, 230 à 140, sont tellement nombreux que ça ne permet pas de s'en occuper spécialement. Alors que le gouvernement chinois, pour des raisons avouables et inavouables, lui pense qu'il faut valoriser les QI pour le bénéfice non seulement des petits Chinois de 140, mais aussi pour le bénéfice de la grande Chine, et donc à partir de là, pour le bénéfice des productions, etc. Et donc, ils ne peuvent pas faire des programmes, dont on reparlera tout à l'heure, d'enrichissement, qui sont ceux qui viendraient optimiser l'utilisation des hauts potentiels, dans une vision dont vous entendez qu'elle est moralement un peu contestable, puisqu'elle met le collectif bien avant l'individu. Je ne veux pas dire qu'il y a tout à jeter, je veux dire simplement que la conception chinoise, cette affaire, si on faisait ça nous et quand on fera ça nous, ça ne sera pas pour les mêmes raisons, j'espère. Mais il y a une deuxième manière de faire le diagnostic, et celle-là va compter de plus en plus dans les travaux scientifiques, c'est celle d'élargir le concept de haut potentiel, d'élargir le concept de haut potentiel en disant, il n'y a pas que la capacité intellectuelle, l'aptitude intellectuelle élevée, qui peut se mesurer par le QI, il n'y a pas que ça qui fait le vrai haut potentiel. C'est ça, plus, deuxièmement, la créativité, parce que des compétences intellectuelles élevées sans créativité, eh ben, c'est peu productif. Et il y a, troisièmement, l'engagement, parce qu'un type qui, pour une raison ou une autre, reste enfermé dans sa chambre, sans s'intéresser à rien, bien qu'il soit très intelligent et très créatif, ben ça ne donne rien non plus. Et donc, il y a c'est la motivation dirigée. Quant à la créativité, elle se mesure par la flexibilité, l'originalité et je vous embête? Non, et la curiosité. Voilà. Donc, à partir de ça, si vous voulez, voilà les choses. Alors, 3 points dans la définition la plus récente des hauts potentiels. Les 3 points sont: le potentiel peut s'exprimer dans différentes formes d'intelligence, une intelligence analytique ou académique, la créativité, l'intelligence sociale et émotionnelle et l'intelligence pratique. Deuxièmement, la définition du haut potentiel intègre d'autres composantes que le niveau d'intelligence. Je viens de vous donner un exemple. Ce monsieur, en passant, s'appelle Ranzuli, il est très célèbre dans les milieux scientifiques. Troisièmement, elle inclut aussi bien la performance que le haut niveau lui-même comme potentiel. Et ça, il faut l'avoir en tête, sinon on est, entraîné à mal comprendre cette question d'intelligence. Alors, on va quand même rentrer dans une définition plus pratique, parce que là, je pense que ça n'a de sens, tout ça, que si on l'applique à savoir qui sont ces enfants à haut potentiel. Qui sont-ils? Je viens de vous le dire, l'obligation, c'est qu'ils aient un haut potentiel, qu'ils aient un QI supérieur à 130, et c'est la seule définition reconnue par l'OMS. Et je vous ai dit ce qu'il en était du QI, de la courbe de Gauss et du fait que 100 c'est le milieu et 130 deux déviations standards au-dessus du milieu. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, depuis longtemps, le WISC a pris une manière analytique de mesurer cette intelligence, d'abord en différenciant quotient intellectuel verbal et quotient intellectuel de performance. Et puis, au fur et à mesure du développement des échelles, et il y a des gens qui passent leur vie à ça, c'est très impressionnant. Le WISC 4,
qui a distingué 4 index, dont vous avez ceux d'entre vous qui ont déjà eu des enfants, qui ont passé un QI, l'indice de compétence verbale, de compréhension verbale, pardon, l'index de compréhension verbale, l'indice de raisonnement perceptif, la vitesse de traitement et la mémoire de traitement. Ces mots sont un peu barbares, mais ils veulent dire, dans l'indice de compréhension verbale, que c'est la parole. Dans l'indice de raisonnement perceptif, c'est que la façon dont on perçoit le monde autour et on lui donne forme et sens. La vitesse de traitement, ça dit ce que ça dit, c'est la vitesse avec laquelle on procède aux opérations. Et la mémoire de traitement, c'est la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est une mémoire c'est ce qui sert à utiliser les différentes informations. Et le WISC 5 ne se différencie de ce WISC 4 que par la division du deuxième facteur, l'indice de raisonnement perceptif, en indice visio-spatial, c'est-à-dire une capacité à traiter les éléments de l'espace avec la vision, et un indice de raisonnement fluide, qui est un indice qui est défini par moi j'ai surtout utilisé avec M. Descours, mais maintenant on se met au WISC 5, la capacité de nos collègues psychologues à faire le WISC 4, parce que nous on sait le lire, mais on ne sait pas le faire. Voilà, on a donc ici un moyen simple de mesurer, puisqu'aujourd'hui, et il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le champ de la vie mentale qui permet ça, on a là un instrument formidable avec des chiffres au bout qui permet de mesurer si vous l'êtes ou l'êtes pas. Il y a très peu d'autres domaines, en pédopsychiatrie en tout cas, où on peut dire si vous avez ou vous n'avez pas une caractéristique diagnostique, une catégorie diagnostique. Il y en a très peu. Il y a Alors, à ceci près que le problème est que, d'abord, si un haut potentiel au WISC, c'est difficile de l'avoir si vous ne l'avez pas, le haut potentiel. Un bas potentiel peut s'expliquer par un bas potentiel. Un bas QI, un bas résultat, peut s'expliquer par différentes autres perturbations, dont par exemple l'opposition ou l'absence d'attention, qui ne signifie pas que vous n'êtes pas capable, que l'enfant en question n'est pas capable de faire, mais signifie simplement qu'il n'est pas le mieux, qu'il n'est pas un bon cas pour être évalué par cette forme d'évaluation à ce moment-là. Et donc, on dit toujours, il faut mesurer les choses d'une façon clinique, c'est-à-dire les modifier par l'appréciation clinique. C'est pour ça que ça demande des gens très, très entraînés que sont les psychologues, et notamment les neuropsychologues qui sont très entraînés à ce genre d'affaires. Mais le deuxième problème est encore plus sérieux en matière de définition du haut potentiel. C'est qu'en matière de connaissance des hauts potentiels, pour savoir qui ils sont, le principal obstacle, c'est pas tellement ça. Le principal obstacle, c'est que les QI, vous ne les faites pas à tout le monde. Dans cette salle, je suis sûr qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui n'ont pas eu de QI et qui n'en ont pas fait à leurs enfants. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de raison d'en faire. Et sauf à être un militant qui donne son corps à la science, il n'y a pas de raison de passer un truc qui coûte un peu d'argent et puis est un peu pénible, vous avez autre chose à faire de vos vacances, s'il n'y a pas de raison de le faire. En tout cas, c'est un peu ce que disent la plupart, pas tous, des scientifiques. Il y a par exemple en France un monsieur qui s'appelle Terrassier, qui est un scientifique convenable, qui dit il faudrait faire passer le QI à tout le monde. Bon. Mais la plupart des autres scientifiques disent non. Et donc, en gros, on ne fait passer le QI, en grande majorité, pas tout le temps, mais qu'à ceux qui ont des problèmes. Qui ont des problèmes soit scolaires, soit psychologiques. C'est de plus en plus ce qu'on fait aux enfants qui ont des problèmes de scolarité ou de psychologie, mais c'est surtout à ceux-là qu'on le fait. Et ça n'a pas empêché des évaluations de dire qu'il y avait, grossièrement, c'est des évaluations scientifiques, c'est le rapport de Bardieu qui dit qu'il y a un tiers
de difficultés scolaires et psychologiques chez le haut potentiel. Mais on ne sait pas sur quoi il dit ça. Il le dit, c'est une appréciation au doigt mouillé qui peut avoir sa valeur, mais qui n'est pas, c'est le premier rapport qui a été publié en 2002 sur les hauts potentiels et leurs difficultés à l'école. Deuxième point, c'est que ce qu'on sait aussi, c'est que tous les enfants à haut potentiel ne présentent pas systématiquement des échecs scolaires ou psychologiques. Et que tous les enfants en échec scolaire et psychologique ne sont pas des hauts potentiels. Ça, c'est sûr. Mais ça, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Tandis que les premiers, c'est... J'ai besoin de vous convaincre parce que, justement, les nombreux travaux, ceux qui ont le plus d'impact, ceux qui sont les plus diffusés, ces travaux vont jusqu'à dire qu'il y a 70% d'enfants à haut potentiel qui ont des problèmes scolaires. Et ça, c'est démontré nulle part, si vous voulez. Et d'ailleurs, alors, peut-être qu'ils incluent là-dedans l'idée qu'un certain nombre de gens pourraient avoir 18,5 au lieu de 17,5. Et à ce moment-là, on peut considérer qu'ils imaginent que si on avait fait autre chose, ils auraient bien 18,5, voire avec un peu de comment on dit, de dopage, 19. Mais si on inclut ça comme un échec scolaire, c'est quand même fausser le terme et ne pas rendre compte de la réalité des choses. D'autant que s'il y a beaucoup de hauts potentiels qui ne se montrent pas hauts potentiels, il y en a un grand nombre qui, quand ils auront passé le bac avec la mention bien, pas très bien, bien, vont devenir d'excellents professionnels, d'excellents scientifiques, parce qu'ils ne peuvent pas se retenir quand ça les intéresse vraiment, parce que là, ils choisissent les matières qu'ils font, de s'intéresser. Et là, vous voyez émerger des gens, quelquefois même avant, au moment où les maths commencent à devenir difficiles, vous voyez des types qui se mettent à émerger, alors que jusque-là, ils s'embêtaient. Et ils étaient moyens, mais ils n'étaient pas en échec scolaire. Donc, je répète, un tiers ne vient de rien, mais c'est raisonnable. 70%, c'est déraisonnable. Et ça vient de rien non plus. En tout cas, c'est une réalité clinique qui en a. On en connaît tous, hein, monsieur Bédescourt. On en connaît tous, et vous en connaissez, un certain nombre d'entre vous, de très près, puisque ce sont des enfants qui vont souffrir. Et ça, parce qu'il y a des raisons de le penser comme lié. Par exemple, on ne sait pas. Il y a des gens qui prétendent que la psychopathologie, c'est-à-dire les troubles psychiques, pour aller vite, psychologiques, qui font souffrir, les enfants à haut potentiel y seraient plus exposés parce que ça serait constitutif du haut potentiel. D'autres disant, c'est pas n'importe quoi d'avoir un haut potentiel, ça fait partie comment dire, des conséquences des mêmes causes que de faire ça. Par exemple, alors d'autres disent, avant de vous dire par l'exemple, d'autres vous disent, non, c'est pas constitutif de haut potentiel, c'est constitutif des difficultés, des inadéquations, des inadaptations de l'environnement aux besoins de cet enfant. Les deux peuvent être dits. Et dire l'un contre l'autre, on a le droit de le faire, comme on a le droit de militer dans un parti politique. Mais on n'a pas de possibilité de le démontrer. Et par exemple, cette idée du constitutif est démontrée par certains, estiment que c'est démontré, qui disent que ce qu'il y a de commun entre le fait d'être sensible psychologiquement et d'être très intelligent, c'est le fait qu'il y a des connexions entre neurones qui se font beaucoup plus et vont beaucoup plus vite. Enfin là, je parle sous le contrôle d'un vrai scientifique. Et que la preuve de ça, disent-ils, et je ne fais que rapporter, puisque moi, ce n'est pas ma spécialité, c'est qu'il y a le volume de substance blanche, qui est la substance qui est celle des neurones de connexion, est d'autant plus élevé que le potentiel est élevé, enfin dans des travaux que je n'ai fait que lire. En tout cas, intelligence au niveau intellectuel et
rapidité psychique, tachypsychie, comme on dit dans notre langage, seraient donc les deux faces de la même médaille, avec haut potentiel et anxiété. Et ça favoriserait, en somme, une sorte de fragilité dans le fonctionnement. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au-dessus de 170, excusez-moi, je ne suis pas à 100 près, évidemment, puisqu'on parle des grands chiffres. Au-dessus de 170, c'est très fréquent d'avoir des troubles. C'est très fréquent. Moi, je n'ai jamais vu un enfant de plus de... Enfin, vous avez remarqué que j'ai une profession qui les attire. Je n'ai jamais vu un enfant de plus de 160, 170 qui n'ait pas quand même des troubles qui font penser à des tas de choses qu'on connaît et qui ne sont pas ça quand même. Notamment à une espèce d'hypersensibilité qui fait penser à des autistes de haut niveau ou pas, mais qui a ça de commun avec une hyperesthésie particulière dont on pourra reparler, j'imagine. En tout cas, les données épidémiologiques font défaut. En population clinique, sont essentiellement repérés les enfants en difficulté, et donc on ne peut pas dire... Alors on a quand même quelques petites choses. Par exemple, la cohorte Eden, qui est une cohorte qui a pris des enfants d'âge préscolaire, elle en a pris 1081, et à l'intérieur, elle en avait 23 qui avaient été des enfants à haut potentiel. 23, c'était exactement ce qu'il nous fallait pour faire les 2,3, un peu moins, 2, donc ça a l'air de démontrer que c'était une population normale, d'une certaine manière. Dans ces cas, dans l'ensemble de ces cas, les enfants et les familles ne savaient pas qu'ils étaient au haut potentiel, étaient en préscolaire. Et puis ils ont été suivis, c'est une cohorte, c'est-à-dire que c'est un suivi longitudinal. Et là, on a montré que l'identification peut influer, en bien ou en mal, sur le développement cognitif et affectif de l'enfant. En tout cas, ça a un effet. On ne peut pas dire quel sera cet effet, on ne peut pas, ça a un effet, c'est pas rien. C'est pas comme si on n'avait pas identifié. Alors ça pose évidemment des problèmes d'interprétation, mais c'est pour vous montrer qu'il y a ça. Deuxièmement, il y a une étude qui est très très connue, puisqu'elle a été commencée en 1921, et elle, c'est une étude longitudinale aussi, qui s'est tenue de 1921 à 1994, sur 70 ans. Et c'est un Américain qui s'appelle Terman, tellement connu qu'on avait appelé les hauts potentiels qu'il avait repérés des termites. Vous savez, ça, oui, bien sûr, tout le monde sait ça. Donc là, il avait inclus des enfants de plus de 142 QI. Et comment il les repérait? En demandant aux enseignants de dire lesquels ils pensaient qu'ils l'avaient, le haut potentiel. Et il a fait passer à tout le monde, à tous les enfants, avec un échantillonnage convenable, et il s'est aperçu qu'il y avait 25% de plus de haut potentiel, de plus de 140, pas rien, que ceux que les enseignants avaient dessinés. Et là, il a regardé de près, il a vu que les 25% étaient des mauvais élèves. Et que ce qui rendait invisible, un haut potentiel dans une classe, c'est le fait qu'il est mauvais élève. Or, être mauvais élève, il y a beaucoup d'autres raisons que le fait de ne pas avoir un haut potentiel. Puisque ce que ça demande, c'est beaucoup d'autres choses. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que si je reprends les chiffres que nous a présenté Mme Torgeman, vous y étiez, non? Que Mme Torgeman nous a présenté l'autre jour, je sais pas, le matin, quand elle a ouvert son centre national d'aide aux enfants et adolescents à haut potentiel à Rennes, elle avait un enfant sur deux qu'on lui amenait, toujours pour des troubles, puisque c'est des enfants qui avaient besoin d'aide. 1 sur 2 n'avait pas de haut potentiel. Et qu'avec maintenant l'extension, tous les critères qu'ils ont fait, la diffusion, entre autres, de ce genre d'idées aux professionnels, ils en arrivent maintenant à n'en avoir qu'1 sur 4 qui n'a pas de haut potentiel. Donc ils ont amélioré la rentabilité. Mais sur cette base, la rentabilité, parce que c'est beaucoup de temps.
À chaque fois, c'est une évaluation, je ne disais pas ça pour rire, c'est une évaluation extrêmement coûteuse en temps. Et donc, ça veut dire que si vous réduisez, vous passez ce temps et ces moyens à voir des gens qui ne l'ont pas, vous n'aidez pas ceux qui l'ont, qui sont sur les listes d'attente. Là, je pense que chez elle, actuellement, c'est 2 ans d'attente. Mais ils viennent de France entière. Mais c'est toujours des enfants, presque toujours, je crois que c'est très rare que ça ne soit pas ça, c'est des enfants qui ont besoin d'aide et qui demandent cette aide. Donc, qui ont des aides, et la principale... Et donc, j'attire votre attention, je vais vous donner des chiffres sur ce qu'elle voit, mais j'attire votre attention sur le fait que c'est une population essentiellement biaisée, puisqu'ils viennent parce qu'ils ont des problèmes. Donc, bien entendu, on va trouver qu'ils ont des problèmes, puisqu'ils viennent pour ça. Mais en même temps, l'intérêt de son affaire, c'est que comme elle a beaucoup de non-hauts potentiels, ça va lui servir, et qui ont des troubles scolaires eux aussi, puisqu'ils sont venus à cause de ça. Elle va pouvoir faire des études comparatives entre les deux. Elle a trouvé, en termes de recherche, elle a trouvé quelque chose qui est très facile à utiliser pour faire de la recherche. Voilà, alors, difficultés scolaires et haut potentiel, là, c'est des faits constatés, c'est pas juste des théories déduites ou des éléments qui sont des démonstrations indirectes, mais ce sont des théories, des chiffres constatés sur une population biaisée, c'est-à-dire une population qui n'est pas représentative de la population générale. Troubles du comportement, troubles scolaires, difficultés scolaires touchent 76% des 611 enfants à haut potentiel qu'elle a dans sa cohorte, dans sa population. Troubles de comportement, 67%. 10, c'est-à-dire des troubles des acquisitions scolaires. 10, 28%. Redoublement, 4,4%. Elle a dû arrêter d'ailleurs son recrutement. À partir du moment où la loi ayant interdit les recrutements, les redoublements, il était difficile de pouvoir leur attribuer une importance aussi grande que celle qu'elle donnait pour faire pour qualifier l'échec scolaire. D'ailleurs, l'échec scolaire, c'est soit le redoublement avéré, soit le redoublement envisagé, c'est ça qu'elle a pris comme critère d'échec scolaire. 7,5%, c'est très loin des 70% évoqués, y compris dans une population particulièrement exposée. Donc c'est dire que c'est beaucoup, mais c'est pas non plus un échec scolaire aussi massif que celui qui est décrit. Et il est clair, comme je le disais, que la réussite scolaire, ce que ça analyse cet échec, c'est très compliqué, puisque ça analyse le niveau intellectuel, certes, mais c'est aussi la motivation, mais aussi la persévérance dans l'effort, mais aussi l'intégration scolaire dans sa dimension intégrative et sociale. Et c'est vrai qu'on le sait, et ça a été beaucoup décrit, l'ennui, parce que ce qui est évoqué est trop éloigné de leur zone d'intérêt, ou parce qu'il n'y a pas une assez grande place donnée à la créativité, et qu'ils ont besoin, ça boursoufle, ça va vite dans leur cerveau. Et que tout ça fait qu'ils vont basculer dans l'imaginaire pour que ça puisse marcher. Et ils vont basculer dans l'imaginaire en désinvestissant l'école, jusqu'à désinvestir ce que même l'école ne leur demande pas d'effort pour acquérir. Ils le désinvestissent. Deuxième élément, l'absence de méthode de travail. Ils sont habitués à tout acquérir du premier coup d'œil. Pour ceux qui n'ont pas désinvesti, je veux dire. Et tout d'un coup, ils se trouvent confrontés, à partir d'un certain moment, à un truc où il faut faire des efforts. Et donc, ils sont totalement démobilisés par cet effort. Ils estiment qu'ils sont devenus bêtes. Il y en a qui vous le disent. Qui sont devenus fous. De plus savoir, de plus comprendre. Et puis que des fois, ils vous disent rien du tout. Et ils désinvestissent à nouveau, puisque tout ça ne vaut plus la peine que j'y consacre tant d'investissements, puisque pour beaucoup, ils sont identifiés à ce haut potentiel qu'on leur a attribué. Mais l'absence de méthode de travail, je vous ai dit. Et puis, il y a cet effet Pygmalion négatif, c'est-à-dire cette injonction à cacher cette différence
masquer ces différences, comme ils sont assez intelligents, ils savent masquer cette différence. Et alors tout va dépendre de jusqu'à quel point ils vont le masquer. Ils peuvent le masquer en le masquant, mais en le gardant, et en s'en servant dans la vie privée, ce qui explique le fait, par exemple, qu'on verra tout à l'heure, que les TDAH de haut potentiel sont des drôles de TDAH, puisque en général, pas tous, hein, mais parce que dans un grand nombre de cas, dans un certain nombre de cas, c'est un TDAH strictement scolaire. À la maison, ils ne sont pas agités. Ça ne veut pas dire que le traitement ne va pas marcher, hein. Ça veut dire que ce n'est pas un truc typique. Le traitement médicamenteux, je veux dire, parce qu'il faut constater que ce n'est pas toujours autour du diagnostic que le traitement marche. Ça, avec M. Descours, on a beaucoup d'exemples de ça, et d'ailleurs, s'il avait le temps, il faudrait publier, parce que vraiment, c'est très saisissant. Il y a d'autres choses, c'est les 10, à cause de... et notamment la dysorthographie, par exemple. Ça, c'est ultra fréquent. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est moins dramatique, mais à mon époque, dysorthographique, vous n'aviez pas le brevet. Et donc, il y a des gens qui peuvent être découragés par ça. Alors, pourquoi dysorthographie? Parce qu'il y a, on le sait, une coordination motrice qui peut être altérée. Et que cette coordination motrice, elle a un effet sur la façon dont vous voyez le visio-spatial, et donc l'orthographe. Parce que le perfectionnisme et le stress font que ces gamins veulent absolument être parfaits. Et qu'être parfait, c'est le contraire d'être bien. Enfin, le mieux est l'ennemi du bien, vous savez bien. Et puis, quelquefois, parce que le langage écrit, c'est trop lent. Ça ne va pas assez vite, alors que et puis, c'est trop fixé. Une idée, quand on est créatif, quand on a une pensée divergente, une idée, c'est gravé dans le sable, pas dans le marbre. Et effectivement, ce qui est écrit laisse une trace. Alors, après, ça peut être plus ou moins angoissant que d'être contraint par ces écrits, hein, surtout quand on sait que tout ça n'est qu'approximativement vrai, parce que le « mais quand même » existe très tôt chez les hauts potentiels. Troubles anxieux, troubles des cognitions sociales, hyperesthésie, je l'ai dit, et on pourra en reparler. Alors, précisément pour les troubles anxieux et la régulation des émotions, les troubles anxieux, sous toutes les formes, sont plus fréquents, pour certaines études, sont plus fréquents chez les hauts potentiels, d'autres montrent qu'il n'y a pas de différence. Il y en a même qui montrent que le haut potentiel protège de l'anxiété. Mais il y a aussi tout un tas d'études contradictoires concernant la différence entre les troubles émotionnels des hauts potentiels et les troubles émotionnels des non hauts potentiels. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette hétérogénéité, elle est liée à tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les biais méthodologiques, le fait que les cohortes sont de petits nombres, ce qui n'est pas le cas de celle de Rennes, le fait qu'il y a des variations des critères de HP, puisque tout le monde finalement en prend, et puis le fait que l'évaluation des troubles, elle est faite sur une seule lignée, par une seule personne, le clinicien en général, parce que quand vous multipliez les entrées, vous vous apercevez que vous allez voir des choses très différentes. Et par exemple, eux ont trouvé un truc que j'ai trouvé remarquable, enfin un résultat que j'ai trouvé remarquable, c'est que si vous avez un indice de compréhension verbale élevé, l'anxiété est plus forte. Donc c'est l'index inclus dans le... Vous vous rappelez, dans le QI, je vous ai dit, il y avait 4 indices, et là les 2 premiers, elle les a étudiés, et là on voit, donc ça va être publié dans l'Encéphale, hein, c'est 2018, c'est en cours de publication, donc ça va sortir peut-être à la prochaine publication de l'Encéphale, et ça s'appelle, je vous dirai le titre, hein, parce que ça c'est à citer et à référer à cette citation. Voilà, alors pourquoi? Ça peut être parce qu'il y a un investissement défensif du langage, c'est-à-dire que les ICV, l'indice élevé de compréhension verbale, fait que vous allez plus avertir le langage. Ça peut être aussi parce que si vous avez un meilleur ICV, vous allez avoir plus tendance à avoir les mots pour dire l'abstraction, c'est-à-dire pour la reconnaître. La mort, par exemple, c'est qu'un truc extrêmement intéressant pour la plupart d'entre nous,
parce que ça nous concerne directement, eh bien, à la moindre occasion, quelqu'un qui a tendance à avoir une ICV élevée, c'est-à-dire qui a toutes les chances d'avoir un haut potentiel, va pouvoir concevoir cette abstraction, alors que d'autres mettront un peu plus de temps à la concevoir. Là, il y a de la précocité presque toujours. Eh bien, ça, troisièmement, il y a aussi le fait qu'ils s'expriment mieux, donc ils vont mieux dire leurs émotions et leur anxiété, et comme on ne sait pas repérer l'anxiété autrement que parce que les gens disent, on sait le faire intuitivement, mais on ne sait pas le faire scientifiquement. Eh bien, on va le faire à partir de ce qu'ils disent, et donc on va avoir plus de... Par contre, ce qu'elle a remarqué aussi, et je trouve que c'est très intéressant, en tout cas pour ceux que ces détails intéressent, c'est qu'une hausse de l'indice de raisonnement perceptif s'accompagne d'une baisse de l'anxiété. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est vrai qu'on voit ça. C'est-à-dire qu'il y a une mise à distance de l'anxiété qui n'est pas pensée comme telle, il y a une mise à distance de toutes les ruminations mentales, en sorte. Il y a une entrave des processus de raisonnement perceptif par l'anxiété, ça c'est vrai, donc il y a toutes les raisons que ça soit lié. Et puis là aussi, il y a la question de la coordination motrice et de la visio-spatialité qui a un effet anxiogène. Donc quand vous avez un taux bas, eh bien, vous avez une anxiété qui est accrue presque naturellement pour une raison tierce, si vous voulez. Alors, les capacités attentionnelles, parce qu'il y a beaucoup, je vous l'ai dit, l'idée que le TDAH est plus fréquent chez les... Et c'est vrai qu'elle retrouve une fréquence plus grande. Seulement, quand vous utilisez un instrument qui regarde en détail la différence entre le versant, la dimension comportementale. Le TDAH, c'est des enfants hyperactifs, et c'est composé d'une composante comportementale qui est l'hyperactivité et l'impulsivité, et d'une composante attentionnelle, c'est-à-dire une composante de capacité d'attention au travail, à ce qui se passe, c'est-à-dire une capacité d'éteindre des informations non pertinentes en se focalisant sur les informations pertinentes. Si vous analysez la composante comportementale en la différenciant de la composante attentionnelle, ben vous apercevez que les hauts potentiels, ils ont les mêmes signes comportementaux que les autres, peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus à l'école que général, donc ça ne correspond pas exactement au diagnostic, mais même quand ils l'ont en général, leurs capacités attentionnelles sont non seulement préservées, mais augmentées. Ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement nouveau. J'ai jamais lu ça. Donc, augmentées chez les hauts potentiels. Même les hauts potentiels TDAH qui répondent au diagnostic de TDAH, c'est-à-dire au diagnostic d'hyperactivité. Ça veut dire que même s'ils sont en échec scolaire, ils ont une meilleure attention. Et ça laisse penser qu'il faut faire quelque chose de ça pour aider ceux qui sont en échec scolaire à ne plus l'être. Ils ont des capacités préservées dans cette étude, mais je pense il va falloir la répliquer, parce que c'est une donnée extrêmement intéressante, qui vient justifier, c'est le dernier plan de ce que je voulais dire, les mesures d'ajustement du parcours proposé aux élèves, aux enfants à haut potentiel en difficulté. Je parle de ceux qui sont en difficulté, qui, une fois encore, ne sont pas la totalité. L'enrichissement scolaire, qui favorise les performances, alors l'enrichissement scolaire, ce sont des programmes qui sont extrêmement répandus aux États-Unis et qui le sont moins en France, dans lesquels on propose d'autres choses que les choses du programme, et notamment des activités qui cultivent la créativité, donc qui ne sont pas des activités scolaires, qui n'en rajoutent pas du côté de la scolarité, mais qui s'occupent c'est en tout cas une option, qui s'occupe de toute autre chose, souvent en groupe, et alors là, les résultats sont les meilleurs. Vous avez des améliorations de 30%, 40% d'effets, de taille d'effet de l'affaire. Vous avez un deuxième truc, c'est l'accélération. Alors avec soit le compactage, et celui qui est efficace, c'est le compactage à âge égal, dans lequel, par exemple, sur 2-3 ans,
Sur 2 ans, vous faites 3 ans. Ils complètent, ça prépare bien un saut de classe. Et ça, c'est assez efficace pour l'estime d'eux-mêmes et pour la performance scolaire. La troisième chose, c'est l'accélération, c'est-à-dire le saut de classe. Et là, alors que ça a très mauvaise réputation, eh bien, le saut de classe est meilleur que ce qui a moins mauvaise réputation et qui est le plus mauvais, c'est les classes spéciales. Et oui, les classes spéciales, dans toutes les études, alors ça j'ai regardé, hein, parce que moi quand j'ai vu ça, je m'étais pas tel, je me suis intéressé de près à ça à cause de vous, mais en gros, je pensais moi que le sautoscale, je savais que l'enrichissement était le mieux, je savais que le compactage pouvait être très bien, mais je ne savais pas que le saut de classe était relativement positif dans toutes les études. Donc c'est là aussi des idées qu'on a, ça a des inconvénients, c'est pas bon pour tout le monde, mais chez ceux chez qui c'est possible, et chez ceux chez qui ça peut se faire, eh bien ça a un effet positif. Ce qui est aussi une surprise pour moi, c'est le fait que les classes spéciales, ça m'est arrivé plus jeune d'utiliser pour des patients à moi, ben ça a très mauvais, les résultats sont très mauvais, notamment à partir d'études qui ont l'air convenables, d'un monsieur qui s'appelle Herzog et qui a montré combien les gens en avaient souffert, quoi. Et que les résultats au long cours sont pas très bons, quoi. Alors, voilà, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que c'est ni une maladie, ni une identité, mais une caractéristique parmi d'autres qui, comme d'autres, nécessite d'être reconnue et prise en compte pour aider l'enfant à s'épanouir quand il est en difficulté, qu'elle soit scolaire ou psychologique. Dans ces cas-là, il faut se rappeler que ça ne peut... Parce qu'il faut se rappeler que notre but, dans ces cas-là, c'est pas de choisir un truc parmi un autre, c'est de prendre tout en compte. Se rappeler donc qu'à soi seul, le haut potentiel ne peut résumer l'être au monde d'un enfant. Beaucoup de HP sont non seulement heureux, mais méconnus. Et je suppose qu'il y en a dans cette salle. D'ailleurs, il ne peut pas ne pas y en avoir, puisque c'est 1 sur 40. Et qu'on est que plus que 40, grâce à M. Descours. Donc voilà. Disons que ça a au moins permis à ce qu'on en réunisse quelques-uns, là. Chacun peut le prendre pour soi, il n'y a aucun problème, il n'y aura pas de test. Il n'est pas exclu que cette méconnaissance participe à leur bonheur. Il n'y a rien qui peut démontrer le contraire. Qui peut démontrer le contraire pour ceux qui ne souffrent en rien et réussissent leur parcours scolaire parmi d'autres choses et leur parcours socio-affectif parmi d'autres choses. Ce que la médecine a la charge de soigner, ça nous le rappelle, c'est une personne dans sa complexité singulière. Ça peut être important pour connaître cette singularité de savoir le QI de cette personne, mais ça n'est ni nécessaire ni suffisant, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Ça fait rien, on peut recommencer. Alors, on avait demandé à ne pas avoir de questions à l'oral, donc d'avoir des questions écrites. Donc, on va en lire quelques-unes qui sont intéressantes. Dans quel cas un saut de classe peut-il être envisagé et y a-t-il des cas où il est indispensable? Voilà. Alors, après cette lecture dont je vous ai dit à quel point je n'en avais pas été, avant de le lire, un spécialiste, je pensais que c'était a priori plutôt déconseillé pour des raisons psycho-affectives. Eh bien, c'est pas du tout ce que démontre la science. Pardon, madame. La science, elle démontre que ça peut être très efficace. Qu'est-ce qu'il faut? Que je parle dans celui-là? Docteur Desson. Garde, merci. Sinon, personne n'entend. Donc, que ça peut être... Alors, ça doit se mesurer, et se mesurer notamment avec la dimension socio-affective, enfin psycho-affective, parce qu'il y a des gamins qui ne veulent pas quitter leur classe, et il n'y a pas de raison de leur faire payer je ne sais quoi. Il y a des gamins qui ne sont pas prêts à être le plus petit d'une classe, ça pose un problème, qu'on soit au potentiel ou pas.
Être le plus petit de quelque chose, ça n'est pas toujours un avantage. C'est comme d'être le plus vieux ou le plus chauve. C'est à chaque fois, il y a un problème. Ce sont des signes qui ne sont pas des signes valorisants en tant que tels, et donc dont il faut tenir compte dans ces défis. Alors, la contre-indication, c'est celui qui ne veut pas et qui a toutes les raisons de montrer qu'il en sera affligé. Et puis, j'ajouterai un troisième contre-indication, c'est quand les enseignants ne veulent absolument pas, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et que l'envoyer en internat pour qu'il aille dans une école où les enseignants ne sont pas comme ça, même si c'est de plus en plus rare, ça ne vaut pas la peine non plus. Voilà. Donc, voilà. Contre-indication, moi je pense que c'est que ça. Sinon, il y a à considérer ça comme possible. Mais à ce moment-là, avec une évaluation, et celle de Rennes est très recommandable dans la mesure où il ne faut pas attendre 2 ans, parce qu'autrement, il est trop vieux. J'ai quand même... Le problème avec cette idée de juste faire un enfant sauter une classe ou monter ou quoi, c'est que cet enfant-là, peut-être qu'il a cet potentiel et cette capacité intellectuelle, mais en même temps, il est toujours un enfant. Et un enfant de son âge, sa maturité, sa maturité, oui. capacité de s'intégrer, c'est vraiment challengé dans ce Oui. situation. En plus, s'il arrive, bien sûr, malgré tout ça, à s'intégrer, le fait d'être sous un scrutin tout le temps, ça c'est un fardeau pour toute son enfance. Et c'est le scrutin des soi-disant experts qui fait beaucoup plus de souffrance pour l'enfant que le milieu scolaire. Vous avez tout à fait raison de le penser, puisque vous le pensez, mais la seule chose qu'on a, c'est des éléments chiffrés qui disent le contraire. Et c'est statistique. Ça veut dire que statistiquement, c'est faux, mais c'est vrai. Moi aussi, j'ai connu des enfants, comme vous sans doute, qui souffrent avant tout. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ne pas faire des tests pour rien. Qui souffrent, si pour rien, ça veut dire ils ne souffrent pas, tout va bien, et on a la vague impression, qui est par ailleurs assez partagée, qu'on a fait un génie. Si tout va bien, restons avec cette impression. C'est une excellente impression qu'il convient de garder le plus longtemps possible, pour qu'un enfant soit pas scruté, mais aimé, quoi. Et donc, effectivement, dans tous les cas, accorder du crédit à son prochain est un acte de haute bienveillance. Par ailleurs, d'un fois, c'est justifié. Et si ça ne pose aucun problème de ne pas en avoir le cœur net, eh bien, resterons avec le cœur ouvert et pas net. Alors, il y a une question d'enseignant qui revient plusieurs fois. En tant qu'enseignant, donc il se questionne de temps en temps, quels sont les signes sur le sujet? Quels sont les signes? Voilà. Une fois encore, ce qui importe, c'est que vous soyez tous convaincus que l'échec scolaire ne veut pas dire haut potentiel. Ça, en général, c'est facile pour les enseignants de ne pas le penser. Et que le haut potentiel ne s'accompagne pas toujours d'une réussite scolaire. Ça, c'est plus difficile. Et que dans certains cas, le fait qu'il y ait des doutes à ce propos, chez quelqu'un qui ne travaille pas bien, eh bien là, ça justifie, mais pleinement, des examens, des bilans aussi complexes que possible, parce que vous avez vu qu'il y a plusieurs formes d'intelligence et qu'il n'y a pas de raison d'en disqualifier certaines, et de le faire, si vous voulez, à partir de ces tests. Et là, on a des surprises avec des gens que ça réveille entièrement, parce que tout d'un coup, ils sont reconnus. Et quelquefois par eux-mêmes et leurs proches. Mais on le voit aussi dans l'autre sens. Des gamins qui ont une intelligence tout à fait normale et dont on va découvrir qu'ils sont dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques, et qui tout d'un coup trouvent dans cette explication peut-être au début une tristesse, puis un moyen de le rebondir, parce qu'il y a des moyens de dépasser ça. Et donc quelquefois, en gros, quand il y a des problèmes, eh ben, il faut aller y voir. Ça, il faut avoir le cœur net, c'est sûr. Je parlais des autres cas. Alors, il y a des parents qui ont posé la question suivante. La problématique des adultes
qui n'ont pas été diagnostiqués, question à mon avis importante, et qui se retrouvent parfois avec des enfants précoces. Mieux diagnostiquer cette différence chez l'enfant est essentiel, mais cette différence perdure toute la vie et ne s'arrête pas à l'âge adulte. Pourquoi ne pas traiter la précocité dans son ensemble plutôt que de l'associer uniquement à l'enfance? Tout à fait. Hein. Par exemple, Monsieur Terrassier, qui, je vous ai dit, c'est à peu près le seul scientifique de bon niveau qui disent qu'il faut faire des tests psychométriques à tout le monde, c'est avec cette idée-là. Donc, c'est pas une revendication, c'est pas une revendication militante, ça se discute. La seule chose, c'est que je vous assure que la cohorte Eden, elle montre plutôt qu'il faut se méfier, qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et que, effectivement, quand on parle de cohorte et de statistiques, on ne parle pas de cas particuliers. Alors après, je pense qu'il est tout à fait possible, il y a des tas de gens qui travaillent sur l'intelligence et la créativité, en particulier des adultes, hein, même énormément. Il y a des tests qui sont, d'ailleurs, Paris 5, des tests qui sont tout à fait réputés dans le monde, qui ont été fournis par des écoles françaises et qui a de psychologie et de sciences de l'éducation qui montrent que ça peut servir, avec la différence entre pensée divergente et pensée convergente. La pensée divergente, ça va dans tous les sens et ça découvre des nouveaux terrains. Et la pensée convergente, qui une fois qu'on a sélectionné une question, va jusqu'au bout. Et aux États-Unis, les directeurs des ressources humaines savent très bien qui ils veulent recruter de ce côté-là. Et donc, le progrès, là, peut s'opposer à une certaine conception des rapports humains au travail, par exemple. Parce que si vous voulez sélectionner en fonction de ces choses-là, il y a même des endroits, mais en France aussi, où on a compris qu'il fallait prendre des Asperger pour certaines fonctions. Alors, ce n'est pas la majorité, et les gens qui sont obligés de se battre pour être employés ne vont pas le croire. Mais moi, j'ai été très surpris de voir qu'il y avait des gens qui savaient très bien utiliser les capacités, y compris au prix de la souffrance de quelqu'un, qui peuvent apparaître. Alors c'est bien, c'est formidable de le reconnaître, mais c'est un problème que de l'exploiter, quoi. Alors la question à laquelle vous avez répondu tout à l'heure, beaucoup de parents souhaiteraient comprendre leur enfant, l'aider, ce qui est une bonne chose. Comment l'aider à prendre confiance en lui, en ses capacités, comment le rassurer sur ses erreurs, voilà. Ça, c'est un point. Là, on a 1000 façons de le faire. S'il a souffert et qu'il a été diagnostiqué parce qu'il a souffert, quelles que soient les raisons, eh bien là, l'enrichissement, c'est-à-dire que vous êtes... moi, j'ai eu qu'une fille, j'étais très content parce que je n'aurais pas su jouer au foot avec elle. Bon. Mais si elle avait... mais avec un garçon. J'aurais pas su jouer au foot avec un garçon, je sais pas jouer au ballon. Donc, et ça me plaît pas. Là, il va falloir faire un effort et aller lui donner des nourritures qui correspondent à ses intérêts, aussi idiots en apparence soit-il. S'il connaît tous les dinosaures, il connaît tous les dinosaures, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous faites tous les dinosaures. Et puis vous allez apprendre et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous en connaîtrez beaucoup aussi. Et être avantageusement intéressé, toujours cette idée d'avoir une anticipation positive. Mais il n'y a pas de... Et puis... ne pas trop, parce qu'on a eu ce problème, enfin moi, un peu travaillé aux États-Unis où il y avait ça très souvent, c'était leur vie entière tournée autour du haut potentiel. C'était que les associations de haut potentiel, ils allaient en pique-nique à la plage avec des hauts potentiels, ils fréquentaient que des hauts potentiels, c'était l'identité absolue. La petite, à 2 ans, elle savait lire, parce que j'ai en tête une enfant, à 2 ans, elle savait lire, hein, personne ne l'avait forcée. Et bon, elle parlait l'anglais excellemment, effectivement. À 3 ans, elle parlait l'anglais comme beaucoup mieux que moi maintenant. Et donc voilà, tout ça était admirable, mais de vivre constamment dans ce ghetto, entre guillemets, c'est-à-dire que la mère connaît dans le monde entier
des mères de haut potentiel, enfin la mère et le père d'ailleurs, mais c'est surtout la mère qui était là-dedans dans cette affaire, et ils vont, quand ils vont en vacances, ils passent des vacances avec des associations de haut potentiel. Je trouve que c'est dommage, et c'est contraire, si vous voulez, à la réalité de ce que ce haut potentiel signifiait pour cet enfant, qui au bout d'un moment, d'ailleurs, n'a pas fait de bonnes études. Donc il faut vraiment se mettre... Elle a eu la classe spéciale aussi, parce qu'évidemment c'était impossible. La maman s'est fâchée avec tous les enseignants qui en effet réfléchissent, et même aux États-Unis. Donc ni l'anti-enseignantisme ni l'anti-américanisme ne valent dans cette affaire. Voilà. C'est tout vous? Oui, c'est tout. Une dernière. Oui. Je vous en prie, madame. Oui, moi je veux bien des questions. Une question quand les enseignants se penchent sur la question, y a-t-il un type de raisonnement de l'enfant potentiel? Il y a autant de différences à l'intérieur du groupe des hauts potentiels il y a plus de différences à l'intérieur des enfants à haut potentiel qu'entre les enfants à potentiel et pas à haut potentiel de ce point de vue. Vous en avez qui sont tellement intelligents qu'ils ont compris comment raisonner comme les autres en masquant qu'ils peuvent raisonner autrement. En général, ceux-là, ils finissent ministres. J'avais une question sur alors c'est pas autour de l'assimilation de connaissances, parce que ça se passe naturellement, mais c'est plutôt des enfants qui sont souvent en difficulté avec les autres enfants. Oui. Enfin, moi, c'est... D'abord, les autres enfants sont en difficulté avec eux. Et dès qu'il y a un problème, et autant nous, en tant qu'adultes, comme on n'est pas un enfant, on ne sait pas toujours les accompagner. Autant sur la portée de la connaissance, enfin, l'aider sur ce genre de choses, c'est assez facile en fait. Mais ça, expliquer à un enfant comment être avec un enfant de son âge, il y a un décalage en fait. Et c'est là où Mais c'est là qu'il faut, dans ce domaine, comme dans les domaines psychiques autres, mais dans ce domaine en particulier, obtenir que les enseignants fassent autre chose que d'être enseignants, ce qu'ils font, qu'ils le veuillent ou non. Ils sont toujours autre chose que d'être enseignants et transmetteurs de savoir. Et donc qu'ils s'intéressent au bien-être de leurs enfants, du groupe d'enfants, qu'ils fassent des médiations, qu'ils utilisent ces choses dans lesquelles on a le plaisir d'être sans avoir ce que vous disiez, madame, notamment, c'est-à-dire cette évaluation permanente qui est la plaie des enseignants, même si ils ne donnent plus de notes. Hein. Ça, c'est de la rigolade. Enfin, ça peut compter pour certains, mais c'est quand même de la rigolade de penser qu'un enfant va penser que son enseignant ne l'évalue pas. Alors, c'est ça qui est problématique. Notamment quand vous êtes en difficulté, c'est un enfer. Ceux pour qui l'école n'est jamais source de plaisir, il faut changer de ça. Et chez les hauts potentiels, ça arrive plus souvent qu'à leur tour. Voilà, c'est ça que dit la science. Enfin, la science à l'état où elle est, c'est-à-dire que déjà à peine dite, elle devient fausse. C'est ça la science. C'est pas d'avoir des certitudes. Pour préciser, c'était pas que c'est pas les écoles qui font ce scrutin. En fait, je trouve que c'est vraiment pénible que les formateurs ne sont pas eux-mêmes formés. Oui. Comment accueillir les enfants de tout potentiel, surtout quand ça n'était pas assez bien pris en charge dans la petite jeunesse, et après des problèmes sont ensuite développés, et après le décrochage, etc. Le problème là, c'est que si ce n'est pas pris en charge par les experts, les gens qui savent très bien ce que c'est, là, les écoles ne peuvent rien. Et vous parlez du centre à Rennes, que pour moi, ça c'est comme quelque chose c'est inatteignable. On n'arrive pas. J'ai même contacté ces personnes par téléphone. C'est pour le montant de gens, ces années d'attente. Oui, c'est impossible. C'est déplorable. On n'investit pas. Oui, mais c'est tout à fait similaire à l'autisme, c'est sûr. Non, mais madame, tout à fait. Et le seul point que je dirais, c'est qu'il faut être entraîné non seulement à s'occuper des hauts potentiels, mais à s'occuper de toutes les particularités qui rendent un enfant malheureux. Tout autant. Ça veut dire être capable de se mettre à l'écoute de sa façon de fonctionner et
bien sûr, ce qui est rageant, c'est que dans cette affaire, on n'a pas les entraves que l'on a dans d'autres troubles qui se caractérisent par des déficiences. Puisque là, on a la preuve que le moteur est là, enfin l'attention qui est plus que l'intelligence est là. Même s'il y a un lien entre les deux. Et vraiment ça. Alors, vous avez raison, mais en même temps, regardez, si ce travail... Alors, entre autres, je ne vous dis pas tout ce qu'ils font. Ils ont des programmes, ils ont armé, ils ont importé et mis en place avec des classes un programme d'enrichissement. Et c'est une classe ordinaire. C'est formidable. Ils vont essayer de démontrer que ça a un effet. Ils ne sont pas encore au stade de l'évaluer. Mais c'est ça, si vous voulez, le progrès. C'est de le faire à petits pas, parce que malheureusement, se focaliser sur une seule trouble ou une seule caractéristique, on voit très bien les effets négatifs que ça peut avoir dans certains cas, avec des déplacements de choses, on ne sait plus de quoi on parle. À votre avis, est-ce que vous pensez est-ce que vous avez constaté qu'il y a suffisamment de ces ressources d'enrichissement dans les écoles, Non. au niveau secondaire? Il n'y en a pas ici, et aux États-Unis, il y en a beaucoup, plus, mais c'est beaucoup plus cher, puisque ce n'est pas dans les écoles publiques. Donc, en Angleterre, ils en ont quelques-unes, mais pas tellement. Ils ont des écoles primaires, ils avaient ce qui a pu, à chaque enfant était testé à l'âge de 10 ans, 11 ans. Et s'ils passaient dans les... Mais ils n'avaient pas le WISC. Ils n'avaient pas le WISC. Ils avaient des échelles qui n'étaient pas des échelles d'intelligence, en tout cas à ma connaissance. C'est-à-dire qu'on n'a pas si on avait eu des WISC dans n'importe quel pays, on aurait une connaissance objective de l'épidémiologie. Et c'est pas qu'en France qu'on n'a pas une connaissance de l'épidémiologie. Le seul qui a fait une étude conséquente, 1500 enfants, et c'est beaucoup, là vous pouvez sortir tout ce que vous voulez, c'est Terman. Et puis la cohorte Eden. C'est connu qu'il n'y a presque rien d'autre. Donc on est... Hein? Ça, je ne sais pas, moi, je pense que tout est politique. Oui, on peut dire d'ailleurs que l'histoire des formes diverses de la multiplicité des intelligences est une tentative de démocratiser le haut potentiel. Mais ça ne marche pas, parce que c'est toujours les mêmes qui les ont toutes. C'est comme on prête qu'aux riches, comme disait tout à l'heure Monsieur Tesco. Mais vous disiez l'inverse d'ailleurs, qu'on prête qu'aux pauvres. Merci beaucoup.